Le lieu était idyllique. Des roses blanches dégringolaient en cascades de vases en cristal. Le champagne coulait à flots. Et la mariée, eh bien, elle était la perfection incarnée. Jeune, resplendissante, Solène rayonnait aux côtés de Dominique, un homme d'affaires prospère qui ne pouvait s'empêcher de sourire à sa sublime nouvelle épouse. Mais dans un coin de la salle de réception, observant en silence depuis son fauteuil roulant, se tenait Sarah Harper, l'ex-femme de Dominique. Son divorce avait été prononcé quelques heures à peine avant cette fastueuse cérémonie. Ce qui intriguait les rares invités qui l'avaient remarqué, ce n'était pas sa présence, mais son expression. Sarah ne pleurait pas. Elle n'était pas en colère. Elle souriait. Un sourire discret, entendu, qui laissait deviner qu'elle était la seule dans la pièce à comprendre ce qui se jouait réellement. 3 ans plus tôt, Sarah Harper se tenait à un pupitre dans une librairie bondée, lisant le dernier passage de son nouveau thriller, Les ombres de la tromperie. Le public buvait ses paroles, hypnotisé par son talent de conteuse. Au premier rang était assis Dominique, son mari depuis 8 ans, observant avec une fierté évidente sa femme captiver l'auditoire. Vous voyez, les prédateurs les plus dangereux ne sont pas ceux qui vous menacent ouvertement, lisait Sarah depuis la dernière page. Ce sont ceux qui vous donnent un sentiment de sécurité jusqu'au moment précis où ils frappent. La foule explosa en applaudissements lorsqu'elle referma le livre. Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux dans leur berline de luxe, Dominique tendit la main pour serrer la sienne. « Tu sais ce qui m'étonne chez toi ?» dit-il, ses yeux quittant brièvement la route pour rencontrer les siens. « C'est ta compréhension si profonde de la nature humaine. La façon dont tu dévoiles les couches de la tromperie dans tes livres, c'est comme si tu pouvais voir à travers les gens. » Sarah rit. « C'est peut-être pour ça que tu n'as jamais essayé de me cacher quoi que ce soit. »« Rien à cacher, » répondit-il avec un sourire. « Et puis, tu finirais par le découvrir. Tu découvres toujours tout. » Leur maison était une vitrine de leur succès, une magnifique demeure de style colonial dans un quartier huppé, remplie d'œuvres d'art qu'ils avaient collectionnées ensemble, de photographies de leurs voyages, et un mur entier de bibliothèques exposant les romans de Sarah en plusieurs langues. Dans le bureau de Dominique, il gardait une copie encadrée de la couverture de son premier livre à côté de photos d'eux le jour de leur mariage. Le bureau d'écriture de Sarah donnait sur leur jardin impeccablement entretenu. C'est là qu'elle façonnait les thrillers psychologiques qui lui avaient valu à la fois la reconnaissance critique et le succès commercial. Ces histoires exploraient souvent la trahison, l'ambiguïté morale et la capacité des gens ordinaires à commettre des péchés extraordinaires lorsque les circonstances ou le désir les y poussaient. « Tu écris sur des choses si sombres », lui disaient parfois ses amis. « Mais ta vie est si parfaite. » Et elle semblait parfaite. La société d'investissement de Dominique était florissante. Le dernier contrat d'édition de Sarah était assorti d'une avance substantielle. Ils organisaient des dîners où les invités s'attardaient jusqu'à minuit, réticents à quitter l'atmosphère chaleureuse de leur foyer. Ils discutaient de fonder une famille, bien que tous deux aient été si concentrés sur leur carrière qu'ils avaient repoussé la parentalité jusqu'à la fin de la trentaine. Puis vint ce mardi pluvieux qui changea tout. Sarah revenait d'une réunion avec son éditeur. Les routes étaient glissantes à cause de la pluie. Plus tard, elle ne se souviendrait que de fragments, des phares venant vers elle, trop brillants, trop proches, le fracas esséurant du métal, le monde qui tourne, puis l'obscurité. Elle se réveilla à l'hôpital 3 jours plus tard au son des moniteurs bipants et à la voix de Dominique, rauque d'inquiétude, répétant son nom encore et encore. Lorsque le médecin expliqua sa lésion médulaire, une paraplégie incomplète, un terme médical qui se traduisait par une vie changée à jamais, Dominique lui serra la main si fort que cela lui fit mal. « On va surmonter ça, promit-il. Les meilleurs spécialistes, la meilleure rééducation, quoi qu'il en coûte. » Pendant les premières semaines, son soutien fut indéfectible. Il réorganisa son emploi du temps pour être avec elle pendant la kinésithérapie. Il interrogea personnellement les prestataires de soins à domicile. Il fit des recherches sur les traitements expérimentaux et les technologies adaptées. La nuit, il dormait sur le fauteuil inconfortable à côté de son lit d'hôpital, refusant de la quitter. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, que la réalité de l'état de Sarah devenait plus claire, elle ne remarcherait probablement jamais sans assistance. Quelque chose changea chez Dominique. Ce fut subtil au début. Il commença à arriver plus tard à l'hôpital, à partir plus tôt. Il prenait des appels dans le couloir,
sa voix baissant jusqu'à un murmure. Quand Sarah posait des questions sur le travail, ses réponses devenaient vagues. « Je m'occupe juste de quelques clients compliqués », disait-il. « Rien dont tu doives te préoccuper. » Au moment où Sarah rentra chez elle, leur maison avait été modifiée avec des rampes et des portes élargies. Son bureau d'écriture avait été déplacé au rez-de-chaussée. Tout était pratique, accessible, et d'une manière ou d'une autre, plus froid qu'elle ne s'en souvenait. Dominique engagea une aide à domicile nommée Myriam pour assister Sarah pendant la journée. Myriam avait la cinquantaine, des yeux bienveillants et des mains compétentes. Elle aidait Sarah avec ses exercices, pour se laver et s'habiller, pour les 100 petites indignités qui accompagnaient sa nouvelle réalité. « Votre mari s'est donné beaucoup de mal pour vous rendre les choses confortables », observa Myriam lors de sa première semaine. « Oui », répondit Sarah, regardant autour d'elle les espaces soigneusement réaménagés. « Il a tout fait, sauf être ici. » Les absences de Dominique se firent plus longues, ses explications plus minces. Des nuits tardives au bureau, des conférences le week-end, des urgences clients. Sarah, qui avait toujours été observatrice, qui gagnait sa vie en remarquant les petits détails qui révélaient de plus grandes vérités, commença à voir clairement les signes. Un reçu d'un restaurant cher un soir où il prétendait travailler tard. Une bouffée d'un parfum inconnu sur son col. La façon dont il ne croisait plus son regard quand il parlait de sa journée. Et puis il y avait son assistante, Céline, jeune, belle, attentionnée Céline, qui avait commencé à travailler pour Dominique juste avant l'accident de Sarah. Céline, qui se mit à appeler de plus en plus fréquemment à la maison, sa voix mielleuse expliquant que M. Harper avait laissé son téléphone au bureau, ou avait besoin d'un dossier particulier, ou lui avait demandé de prendre des nouvelles de Madame Harper. 6 mois après son accident, Sarah se dirigea en fauteuil roulant vers le bureau de Dominique pendant qu'il prenait sa douche. Elle n'était pas venue fouiner. Elle voulait seulement récupérer un livre qu'elle se souvenait avoir vu sur son étagère. Mais lorsqu'elle heurta son bureau, son téléphone s'alluma avec un aperçu de SMS. « Tu me manques déjà. La nuit dernière était parfaite. J'ai hâte qu'elle soit partie. » Sarah resta immobile, l'écran du téléphone s'assombrissant tandis qu'elle absorbait l'impact de ces quelques mots. À cet instant, quelque chose se cristallisa en elle, pas seulement la connaissance de la trahison, mais une clarté froide sur ce que son mari était devenu, ou peut-être sur ce qu'il avait toujours été sous le vernis de la dévotion. Quand Dominique sortit de la douche, elle l'attendait dans le salon, son téléphone déverrouillé sur ses genoux. « Qui est-ce » demanda-t-elle simplement. Son visage passa par toute une gamme d'expressions, surprise, déni, colère, et finalement une sorte de soulagement, comme s'il avait attendu ce moment, lui aussi. « Je crois que tu sais, » dit-il, sans même essayer de prendre le téléphone. « Dis-le-moi quand même. »« Céline, mon assistante. » Il s'assit en face d'elle, passant ses mains dans ses cheveux humides. « C'est juste arrivé, Sarah. Je ne l'avais pas prévu. Ce genre de choses n'arrive pas par hasard. Dominic, tu fais des choix. Jour après jour, tu fais des choix. Tu n'as aucune idée de ce que ça a été pour moi, dit-il, sa voix montant. Tout a changé. Toute notre vie, nos projets, notre avenir, tout ça a disparu en un instant. » Le rire de Sarah fut amer. « Tu crois que je ne le sais pas ? Tu crois que j'ai voulu ça ? La différence, c'est que moi, je n'ai pas eu le choix. Toi, si. » La conversation qui suivit fut brutale dans son honnêteté. Dominique admit que la liaison durait depuis des mois. Il parla de se sentir piégé, du stress de devenir un soignant alors qu'il s'attendait à être un partenaire. Il parla de la jeunesse de Céline, de son énergie, de la façon dont elle le faisait se sentir. « Et moi, comment est-ce que je te fais sentir ?» demanda Sarah doucement. Il ne put croiser son regard. « Coupable, dit-il finalement. Tu me fais sentir coupable. » 2 semaines plus tard, Dominique déménagea. La procédure de divorce commença peu après. L'avocat de Sarah avait l'expérience des divorces avec des enjeux financiers importants et l'assura que, compte tenu des circonstances, l'infidélité de Dominique, le handicap de Sarah, la durée de leur mariage, elle serait bien pourvue financièrement. « Il veut être généreux, » dit l'avocat. « L'offre de règlement est tout à fait équitable. Et il veut être libre, » corrigea Sarah, « et il est prêt à payer pour ça. » Le divorce avança rapidement selon les normes juridiques. Dominique était impatient de commencer sa nouvelle vie.
Il n'y avait pas d'enfant à considérer, et Sarah n'avait pas l'énergie de se battre pour des biens matériels. Elle garda la maison, un règlement financier substantiel, et sa dignité. Ce qui la surprit le plus pendant cette période fut son propre calme. Elle s'attendait à se sentir dévastée, détruite par le double coup du handicap physique et de la trahison conjugale. Au lieu de cela, elle ressentit un curieux détachement, comme si elle observait sa vie à distance, tel un personnage de l'un de ses romans. Ce n'est pas qu'elle ne ressentait pas de douleur. Elle en ressentait, intensément. Mais à côté de la douleur, il y avait autre chose. Une curiosité analytique d'écrivain sur la façon dont cette histoire se déroulerait. Les derniers papiers du divorce lui furent livrés pour signature un matin de printemps ensoleillé. Alors que Sarah signait son nom, mettant officiellement fin à son mariage, Myriam lui apporta une tasse de thé et une enveloppe. « Ceci est arrivé pour vous, » dit Myriam. « Envoi spécial. » À l'intérieur se trouvait une invitation. Gravée sur du papier crème épais figuraient les noms de Dominique Harper et Solène Montereau, ainsi qu'une date, une semaine seulement après la finalisation du divorce, et le nom d'un hôtel exclusif connu pour ses mariages somptueux. Sarah leva les yeux vers Myriam qui la regardait avec des yeux inquiets. « Il se marie, » dit Sarah, sa voix remarquablement stable. « Samedi prochain. » Myriam prit l'invitation, la lut et émit un son de dégoût. « L'encre de vos papiers de divorce n'est même pas encore sèche. »« C'est cruel. »« Non, » dit Sarah pensivement. « C'est révélateur. » Elle leva les yeux vers Myriam. « Il veut que je sache à quelle vitesse il passe à autre chose, à quel point il est heureux, à quel point sa nouvelle vie sera parfaite. »« Vous allez bien, Madame Harper ?» Sarah resta silencieuse un long moment, ses doigts traçant les lettres en relief. « J'irai, » dit-elle finalement. « Au mariage. »« Mais pourquoi vous infligeriez-vous cela ?» Sarah sourit, un petit sourire privé qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Parce que, Myriam, j'ai toujours cru qu'un bon écrivain doit connaître la fin de l'histoire. » Et ainsi, par une parfaite journée de juin, Sarah Harper était assise dans son fauteuil roulant dans le coin d'une salle de bal d'hôtel, regardant Dominique épouser Solène, la jeune et belle femme qui avait été son assistante, sa maîtresse, et maintenant sa femme. La cérémonie était somptueuse, sans regarder à la dépense. Solène portait une robe de créateur qui soulignait sa silhouette élancée. Dominique rayonnait de fierté et de quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Seule une poignée d'invités remarqua la présence de Sarah. Ceux qui le firent échangèrent des regards gênés, ne sachant pas pourquoi l'ex-femme assisterait, s'interrogeant sur le petit sourire qui jouait sur ses lèvres alors qu'elle regardait la cérémonie. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ni les invités, ni Dominique, ni même la mariée radieuse, c'est que Sarah avait récemment appris quelque chose qui allait tout changer. Un secret qui transformerait ce jour de mariage parfait en premier chapitre d'une histoire bien différente de celle que Dominique et Solène pensaient commencer. Tandis que les jeunes mariés partageaient leur première danse, le sourire de Sarah s'approfondit. Dans son esprit, elle écrivait déjà le chapitre suivant. La révélation était venue de manière inattendue, 2 semaines avant la finalisation du divorce. Sarah travaillait avec Myriam sur ses exercices de kinésithérapie, une routine exténuante qui la laissait épuisée mais déterminée. Alors qu'elle terminait, Myriam l'aida à remonter dans son fauteuil roulant et commença à ranger le matériel d'exercice. « Vous faites de bons progrès », dit Myriam d'un ton encourageant. « La force du haut de votre corps s'améliore vraiment. »« Et il le faut bien », répondit Sarah en essuyant la sueur de son front. « Je dois être plus indépendante. »« Vous le serez. Vous êtes l'une des patientes les plus déterminées avec lesquelles j'ai jamais travaillé. »« Je n'ai pas vraiment le choix, » dit Sarah. « Je suis seule maintenant. » Myriam interrompit son rangement. « Puis-je parler franchement, Madame Harper ? Appelez-moi Sarah, s'il vous plaît. »« Eh oui, toujours. J'ai travaillé avec de nombreuses personnes traversant des changements de vie difficiles, maladies, blessures, pertes. Ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui survivent le mieux ne sont pas nécessairement les plus forts physiquement. Ce sont ceux qui trouvent un but au-delà de leur souffrance. » Sarah hocha lentement la tête. « Je sais que je dois recommencer à écrire. Avant l'accident, c'était mon but, mon identité. »« Alors c'est là que vous trouverez votre force, » dit Myriam. Elle hésita, puis ajouta. « Puis-je vous poser une question personnelle ? Après m'avoir aidé à me laver ces 3 derniers mois,
Je pense que nous avons dépassé les formalités. Myriam sourit brièvement, puis redevint sérieuse. L'invitation au mariage de votre ex-mari. Pourquoi y allez-vous? La plupart des gens trouveraient cela trop douloureux. Sarah regarda par la fenêtre un long moment. J'ai besoin de le voir, dit-elle finalement. Pour que ce soit réel. Pour clore ce chapitre correctement. Oh, et la femme qui l'épouse? Vous êtes prête à la voir aussi, Selene? Sarah S.E. Turner vers Myriam. Oui, j'ai besoin de la voir aussi. Quelque chose vacilla sur le visage de Myriam. Une brève hésitation, une ombre de malaise. Qu'y a-t-il? Demanda Sarah, son instinct d'écrivain, toujours à l'affût des nuances du comportement humain, immédiatement en alerte. Rien. C'est juste que... Myriam s'affaira à plier une serviette. J'espère que cela vous apportera la clôture que vous cherchez. Mais Sarah avait saisi ce moment d'hésitation. Myriam, dit-elle doucement. Y a-t-il quelque chose à propos de Selene que vous ne me dites pas? Myriam posa la serviette et soupira. Je n'étais pas sûre au début, et ce n'est pas ma place d'interférer dans vos affaires personnelles. De quoi n'étiez-vous pas sûre? Quand j'ai rencontré mademoiselle Montrose pour la première fois, quand elle est venue ici avec monsieur Harper, elle m'a semblé familière. Je n'arrivais pas à la situer au début. Sarah se pencha en avant dans son fauteuil roulant. Et maintenant, vous pouvez. Myriam hocha lentement la tête. Avant de travailler pour votre agence de soins à domicile, j'ai travaillé dans une maison de retraite privée dans le Connecticut. Nous nous occupions de patients âgés, beaucoup d'entre eux assez riches. Il y avait une femme là-bas, Madame Eleanor Winthrop, qui avait une dame de compagnie, une jeune femme qui l'aidait à gérer ses affaires, qui est devenue comme une petite fille pour elle. Et cette dame de compagnie ressemblait à Selene? Pas seulement elle lui ressemblait, c'était elle. Bien qu'à l'époque elle se faisait appeler Caroline Miller. Sarah sentit frisson soudain. Son esprit d'écrivain s'emballa, devinant des schémas, entrevoyant des possibilités. Parlez-moi de cette Caroline Miller. De sa relation avec Madame Winthrop. Elle était charmante, attentionnée. Madame Winthrop n'avait pas de famille proche et elle en est venue à dépendre complètement de Caroline. Avec le temps, Caroline a eu accès à ses comptes, à ses affaires juridiques. Elle l'a isolée des quelques amis qui lui restaient. Le visage de Myriam se durcit. Et puis Madame Winthrop a changé son testament, laissant tout à Caroline. Moins d'un mois plus tard, elle est morte subitement. Les médecins ont parlé de cause naturelle. Elle avait 87 ans, après tout. Mais certains d'entre nous avions des doutes. Qu'est-il arrivé à Caroline? À Selene, après ça? Elle a hérité de plus de 2 millions de dollars, puis elle a disparu. Quelques mois plus tard, il y a eu une enquête. D'autres incohérences étaient apparues. Des questions sur les médicaments de Madame Winthrop, mais Caroline Miller avait disparu sans laisser de traces. Myriam regarda Sarah droit dans les yeux. Jusqu'à ce que je la voie ici, se faisant appeler Selene Montrose. Sarah resta immobile, absorbant cette information. Êtes-vous certaine que c'est la même femme? Absolument certaine. Oui. J'ai reconnu une petite cicatrice sur son poignet droit. Et une fois que j'ai fait le lien, j'ai pu le voir clairement. Elle a changé de coiffure, perdu un peu de poids, mais c'est elle. En avez-vous parlé à quelqu'un d'autre? La police? Dominic? Myriam secoua la tête. Qui me croirait? Je n'ai aucune preuve, juste ma mémoire. Et l'enquête n'a jamais abouti à des accusations formelles. C'était simplement suspect. C'est elle que vous l'avez reconnue? Je ne pense pas. J'ai fait attention à ne pas réagir quand j'ai réalisé, et elle n'est venue ici que quelques fois avec monsieur Harper. Sarah se dirigea en fauteuil roulant vers la fenêtre, regardant le jardin qu'elle avait autrefois entretenu de ses propres mains. Son esprit travaillait rapidement, faisant des rapprochements, voyant une image plus large se dessiner. Myriam, dit-elle sans se retourner. Avez-vous des contacts de cette maison de retraite? Quelqu'un qui pourrait avoir des dossiers ou se souvenir de Caroline Miller. Je suis toujours en contact avec l'une des infirmières, et l'administrateur de l'établissement a été très perturbé par toute cette situation. Il pourrait être disposé à parler. Sarah hocha la tête, une décision se formant. J'aimerais que vous les contactiez, si vous le voulez bien, discrètement.
J'ai besoin de tout savoir sur Caroline Miller. Comment elle opérait, comment elle a gagné la confiance de Madame Winthrop, comment elle a disparu. Puis-je vous demander pourquoi? Qu'avez-vous l'intention de faire de ces informations? Sarah tourna son fauteuil roulant. Une nouvelle énergie dans ses mouvements. Je vais écrire un livre, Myriam. Un roman sur une charmante sociopathe qui s'en prend aux personnes vulnérables. Un thriller psychologique sur l'identité, la tromperie et la justice. Vous allez l'exposer? Pas directement. Je vais raconter une histoire, une œuvre de fiction inspirée de faits réels, et je vais la rendre si captivante, si riche en détails spécifiques que quiconque connaît Solène, quiconque connaît Caroline, commencera à voir les similitudes. Un lent sourire se répandit sur le visage de Myriam. C'est plutôt brillant, Madame Harper. S'il vous plaît, c'est Sarah. Elle se dirigea vers son bureau, ouvrant son ordinateur portable avec une détermination renouvelée. Et je dois me mettre au travail. J'ai un mariage auquel assister et un roman à écrire. Au cours des semaines suivantes, Sarah se plongea dans la recherche. Myriam l'a mis en contact avec d'anciens collègues de la maison de retraite du Connecticut. Grâce à eux, Sarah en apprit davantage sur Caroline Miller et ses méthodes. Caroline était d'abord apparue à l'Acquéside Manor en tant que bénévole, lisant aux résidents et aidant aux activités sociales. Elle avait repéré Eleanor Winthrop, une veuve riche sans enfants, encore vive d'esprit mais physiquement fragile. Au fil des mois, Caroline était devenue indispensable à Madame Winthrop, gérant sa correspondance, coordonnant ses rendez-vous médicaux, s'occupant même de ses opérations bancaires. Elle était si attentionnée, se souvint l'administrateur de l'établissement lors d'un appel téléphonique avec Sarah, apportant toujours à Madame Winthrop ses friandises préférées, se souvenant des noms de ses petits-neveux et nièces, lui montrant des photos de ses prétendus voyages. Prétendus? Avait demandé Sarah. Oui. Avec le recul, beaucoup d'entre nous se sont demandé si quoi que ce soit de ce qu'elle avait dit à Madame Winthrop était vrai. Son histoire personnelle changeait constamment. Parfois, elle mentionnait avoir grandi à Boston, d'autres fois à Chicago. Elle parlait d'études à l'étranger mais ne nommait jamais l'université. Après que Madame Winthrop eut changé son testament, léguant toute sa fortune à Caroline à la place des parents éloignés et des œuvres de bienfaisance qu'elle avait précédemment désignées, les choses s'accélérèrent. La santé de Madame Winthrop déclina soudainement. Caroline la transféra dans une chambre privée, limitant les visiteurs pour réduire le stress. Quand Madame Winthrop mourut, Caroline produisit un document de procuration médicale qui lui donnait le pouvoir de refuser une autopsie. Au moment où des questions furent soulevées, Caroline Miller avait disparu. L'héritage avait été transféré sur des comptes offshore. Son appartement était vide, son téléphone déconnecté. Les quelques photographies qui existaient d'elle étaient de trop mauvaise qualité pour être utiles dans une recherche. J'ai toujours eu l'impression que nous avions failli à Madame Winthrop, avoua l'administrateur à Sarah. Nous aurions dû voir ce qui se passait. Nous aurions dû la protéger. En creusant plus profondément, Sarah découvrit un schéma. Avant le Connecticut, il y avait eu des rumeurs d'une situation similaire en Floride. Un homme âgé tombait sous le charme d'une jeune aide-soignante qui se faisait appeler Christina Matthews. Après sa mort, ses enfants découvrirent que des actifs substantiels lui avaient été transférés. Mais Christina Matthews avait disparu avant qu'une enquête puisse commencer. C'est la même femme, dit Myriam lorsque Sarah partagea cette information. Nom différent, même méthode. Et maintenant, elle s'appelle Solène Montrose, dit Sarah. Sur le point d'épouser un homme riche qui vient de traverser un changement de vie traumatisant. Mon accident, notre divorce, elle suit son schéma. Allez-vous le prévenir? Sarah réfléchit attentivement à cette question. La croirait-il, ou verrait-il cela comme les accusations amères d'une ex-femme? Solène a déjà consolidé sa position dans sa vie. Elle l'a coupée de nos anciens amis, l'a encouragée à changer de conseiller en investissement, l'a même convaincue de déménager dans une nouvelle maison. Alors, que ferez-vous? Sarah désigna son ordinateur portable où une trame prenait forme. Je vais raconter cette histoire comme je sais le faire. À travers une fiction qui révèle la vérité. Le jour du mariage de Dominique et Solène, Sarah y assista non pas comme une ex-femme au cœur brisé, mais comme une écrivaine menant des recherches. Elle observa la performance de Solène, les regards adorateurs vers Dominique, les interactions charmantes avec les invités,
le personnage parfait de la mariée. Elle nota comment Selène avait déjà isolé Dominique de son ancien cercle social. La plupart des invités étaient ses amis ou des relations d'affaires que Dominique avait rencontrés récemment. À la fin de la cérémonie, Sarah partit discrètement. Elle avait vu ce qu'elle avait besoin de voir. Elle comprenait ses personnages maintenant. Tous, y compris elle-même. De retour chez elle, Sarah commença à écrire avec une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le roman, qu'elle intitula Intention masquée, était centré sur un personnage nommé Valérie, une arnaqueuse qui prenait différentes identités pour gagner la confiance de personnes vulnérables avant de disparaître avec leurs biens. Le roman suivait sa dernière combine, épouser un homme récemment divorcé dont la vie avait été bouleversée par l'accident de son ex-femme. Sarah écrivit avec précision et perspicacité psychologique. S'inspirant de ses recherches sur les escrocs et les sociopathes réels, elle créa Valérie non pas comme un monstre ou une caricature, mais comme une prédatrice complexe, calculatrice mais parfois vulnérable, impitoyable mais capable de feindre une émotion profonde. Plus important encore, elle inclut des détails spécifiques et distinctifs qui seraient reconnaissables par quiconque connaissait bien Selène. Son habitude de tortiller une mèche de cheveux en se concentrant. Sa collection de flacons de parfums vintage. Sa prétention d'avoir étudié l'histoire de l'art à Paris. Son aversion pour les fruits de mer malgré sa prétendue enfance sur la côte. Au fur et à mesure que le manuscrit prenait forme, Sarah partagea des chapitres avec sa rédactrice de longue date, Hélène, qui reconnut immédiatement la qualité du travail. « C'est ton meilleur texte à ce jour », lui dit Hélène lors d'un appel vidéo. « Il y a une authenticité, une perspicacité redoutable. Ton accident n'a pas diminué ton talent, Sarah. Au contraire, il a donné une nouvelle profondeur à ton travail. » La douleur peut être éclairante, répondit Sarah. Elle dépouille de tout faux-semblant. La maison d'édition va être ravie. Tu as manqué au monde littéraire. À quelle vitesse pouvons-nous avancer sur ce projet? Je ressens une certaine urgence. Hélène haussa un sourcil. Cette histoire est-elle basée sur des faits réels? Elle semble terriblement spécifique. Sarah esquissa un petit sourire. Toute fiction puise d'une manière ou d'une autre dans la réalité. J'ai certainement beaucoup réfléchi à la trahison et à la tromperie ces derniers temps. Eh bien, ton timing est bon. La liste de publications d'automne a un créneau libre suite au retard d'un autre thriller. Si nous faisons vite, Intention masquée pourrait combler cette place. Ainsi, tandis que Dominique et Selène revenaient de leur lune de miel et commençaient leur nouvelle vie ensemble, le manuscrit de Sarah avançait rapidement dans le processus de publication. Des épreuves non corrigées furent envoyées aux critiques. Des plans marketing furent élaborés. Une date de sortie fut fixée. « C'est plus qu'un retour », lui dit Hélène. « C'est une renaissance pour Sarah. » C'était aussi autre chose. C'était la justice qui prenait forme, une phrase soigneusement ciselée à la fois. 3 mois après le mariage de Dominique et Selène, des panneaux d'affichage arborant la couverture d'Intention masquée commencèrent à apparaître dans les grandes villes. L'image montrait la silhouette d'une femme avec de multiples ombres, chacune prenant une forme différente, une représentation visuelle des identités changeantes du personnage. Sous le titre se trouvait un slogan. « Elle devient celle dont vous avez besoin qu'elle soit, jusqu'à ce qu'elle prenne tout ce que vous avez. » La maison d'édition positionna le roman comme le retour triomphal de Sarah Harper à la littérature après son accident. Dans les interviews, Sarah parla avec franchise de la force trouvée dans l'écriture pendant sa convalescence. « Écrire ce livre m'a sauvée », déclara-t-elle à un podcast littéraire populaire. « Quand tout le reste m'a été enlevé, ma mobilité, mon mariage, j'avais encore mon imagination, ma capacité à créer des mondes et des personnages. » Lorsqu'on lui demanda si les thèmes de trahison du roman reflétaient son expérience personnelle, Sarah fut prudente dans sa réponse. « Les écrivains puisent certainement dans la vie, mais Intention masquée n'est pas une autobiographie. C'est une exploration de la tromperie en tant qu'art et arme. » Les premières critiques furent enthousiastes. Le New York Times le qualifia de « thriller glaçant, méticuleusement conçu, qui vous prend aux tripes par son authenticité ». The Guardian loua « l'étrange capacité de Harper à habiter l'esprit d'une sociopathe tout en maintenant une clarté morale ». Entertainment Weekly le déclara « son œuvre la plus personnelle et la plus puissante à ce jour ». À l'approche du jour de la sortie,
l'éditeur de Sarah organisa une tournée de promotion adaptée à son fauteuil roulant. Elle ferait des séances de dédicaces dans les grandes librairies, des apparitions télévisées et des conférences dans les festivals littéraires. La publicité se concentrerait non seulement sur le livre, mais aussi sur la résilience de Sarah, son refus de laisser la tragédie personnelle réduire sa voix au silence. Intention masquée débuta à la 3e place des listes de best-sellers et grimpa à la 1re place en 2 semaines. Les ventes furent stimulées à la fois par les éloges de la critique et le bouche à oreille, les lecteurs se trouvant incapables de lâcher le livre, puis désireux d'en discuter avec leurs amis. Un aspect qui suscita un engouement particulier fut le réalisme saisissant du personnage principal. Comme le dit une youtubeuse littéraire populaire dans sa critique, Valérie semble si authentique que l'on se demande si elle est basée sur quelqu'un de réel. Il y a des moments où la spécificité est presque troublante, comme si Harper avait rencontré cette femme, l'avait étudiée, savait exactement comment son esprit fonctionne. Sarah suivait de près ses critiques et réactions. La première phase de son plan se déroulait exactement comme elle l'avait espéré. Le livre était reconnu pour sa valeur littéraire, sa perspicacité psychologique et son réalisme quasi-documentaire. Il était maintenant temps pour la phase 2. Sous un pseudonyme, Sarah créa des comptes sur plusieurs forums de discussion littéraire et plateformes de médias sociaux. Utilisant ces alias, elle commença à poser des questions subtiles. Quelqu'un d'autre a-t-il l'impression d'avoir rencontré quelqu'un comme Valérie dans la vraie vie? Ou, les détails sur l'arnaque de Valérie dans le Connecticut semblaient si spécifiques, peut-être inspirés d'un cas réel. Ces graines de spéculation prirent racine rapidement. Des clubs de lecture en ligne commencèrent à compiler des listes des traits et habitudes distinctifs du personnage, se demandant s'ils correspondaient à des cas réels de fraude à l'identité. Des détectives amateurs commencèrent à fouiller les archives d'actualité à la recherche d'histoires de personnes âgées escroquées par des aides-soignants ou des dames de compagnie. Sur un fil de discussion populaire de Reddit, un utilisateur affirma avoir travaillé dans une maison de retraite de Floride où un cas similaire s'était produit. La femme se faisait appeler Christina quelque chose. Elle a charmé ce riche veuf, l'a convaincu de changer son testament et a disparu juste après sa mort. La chronologie correspond à ce qui se serait passé avant l'arnaque de Valérie dans le Connecticut dans le livre. Sarah n'eut pas besoin d'attiser beaucoup ses flammes. La curiosité collective d'Internet fit la plupart du travail. Les lecteurs devinrent des enquêteurs, reconstituant une chronologie hypothétique réelle pour une arnaqueuse de type Valérie qui aurait pu opérer en Floride, puis dans le Connecticut, et pourrait maintenant être ailleurs sous une nouvelle identité. Ce que Sarah n'avait pas pleinement anticipé, c'est la rapidité avec laquelle la spéculation passerait du général au spécifique. 6 semaines après la sortie du livre, un message apparut sur un forum de fans de thrillers faisant plusieurs rapprochements. L'ex-mari de Sarah Harper s'est remarié très rapidement après leur divorce. Sa nouvelle femme est apparue dans sa vie juste après l'accident de Harper. Dans le livre, Valérie cible un homme dont la vie a été perturbée par le handicap de sa femme. Suis-je le seul à voir le parallèle? Ce message fut initialement supprimé par les modérateurs pour spéculation sur la vie personnelle de l'auteur, mais l'idée avait été lâchée dans la nature. Elle refit surface sur Twitter, dans des groupes Facebook, dans les sections de commentaires des critiques de livres. Sarah observa cette évolution avec des sentiments mitigés. Elle avait voulu que la vérité émerge, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela se produise de manière aussi explicite ni à l'impliquer aussi directement. Elle avait espéré que l'attention resterait sur Solène, Caroline, Christina, et son schéma de tromperie, et non sur les possibles motivations de Sarah pour écrire le livre. Mais la spéculation continua de se propager, gagnant en ampleur lorsqu'un podcast populaire de True Crime consacra un épisode à l'analyse des similitudes entre intentions masquées et la situation réelle de Sarah Harper. Les animateurs se gardèrent bien de formuler des accusations directes, présentant leur discussion comme une exploration de la manière dont les auteurs transforment l'expérience personnelle en fiction. Mais ils énumérèrent méthodiquement les parallèles, y compris le moment de l'accident de Harper, son divorce et le remariage rapide de son ex-mari. Un matin, Sarah reçut un appel d'Hélène, sa rédactrice. « As-tu vu les dernières nouvelles ?» demanda Hélène sans préambule. « Le podcast ? » ?»« Ah oui, j'ai écouté hier. »« Pas le podcast. » Il y a un article dans The Atlantic qui examine l'éthique de l'utilisation de la fiction pour dénoncer des personnes réelles. Il ne te nomme pas spécifiquement, mais la référence est claire. Sarah Supera. C'était inévitable,
je suppose. Sarah, dit Hélène avec précaution. Je dois te demander directement. Intention masquée est-il basé sur la nouvelle femme de ton ex-mari? Valérie est-elle un portrait à peine voilé d'elle? Il y eut une longue pause avant que Sarah ne réponde. Ce que j'ai écrit est une fiction, Hélène. Une fiction nourrie par la recherche, par l'observation, par ma compréhension de la nature humaine. Ce n'est pas vraiment une réponse. C'est la seule que je puisse donner pour le moment. Après avoir raccroché, Sarah se dirigea en fauteuil roulant vers la fenêtre, regardant son jardin où les premiers signes de l'automne apparaissaient. Le roman était sorti depuis 2 mois maintenant. La spéculation grandissait, mais elle restait juste cela, une spéculation. Personne n'avait encore directement relié Solène Montrose à Caroline Miller ou Christina Matthews. Pour que cela se produise, Sarah avait besoin de quelqu'un avec des ressources d'enquête, quelqu'un qui pourrait suivre les pistes administratives et fouiller dans les dossiers scellés. Elle avait besoin d'un journaliste. Comme en réponse à cette pensée, son téléphone sonna de nouveau. L'identification de l'appelant affichait un numéro inconnu. Sarah Harper à l'appareil. Mademoiselle Harper, je m'appelle Michael Donovan. Je suis journaliste d'investigation au Boston Globe. J'espérais vous parler de votre roman, Intention masquée. Sarah sentit une pointe d'anticipation. Quel aspect du roman vous intéresse, monsieur Donovan? L'inspiration derrière, plus précisément le personnage de Valérie et ses, disons, activités dans le Connecticut et en Floride. Je suis toujours heureuse de discuter de mon processus créatif, dit Sarah avec précaution. Bien que je doive noter qu'en tant que romancière, je puise à de nombreuses sources. Bien sûr, répondit Donovan, adoptant son ton prudent. Mais en recherchant certains des scénarios de votre livre, j'ai découvert des parallèles intéressants dans le monde réel. Des cas impliquant des victimes âgées et une coupable qui semble changer d'identité. Cela ressemble à un sujet prometteur pour un article. En effet. Et compte tenu du moment de la sortie de votre roman, je me demandais si vous pourriez avoir des informations qui pourraient aider mon enquête. Sarah marqua une pause, réfléchissant à sa réponse. Monsieur Donovan, je pense que nous devrions nous rencontrer en personne. Seriez-vous disponible pour venir chez moi demain après-midi? Lorsque Michael Donovan arriva le lendemain, Sarah fut frappée de voir à quel point il était différent de ce qu'elle avait imaginé. Au lieu du reporter endurci de son imagination, c'était un homme d'une 40aine d'années à l'air réfléchi, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique fine. Il portait une besace en cuir usé et se déplaçait avec une précision soignée qui lui rappelait un réalisateur de documentaires qu'elle avait connu autrefois. Après que Myriam eut servi le thé et se fut discrètement retirée, Sarah alla droit au but. Vous pensez que Valérie est basée sur une personne réelle, une arnaqueuse qui a opéré sous plusieurs noms. Donovan hocha la tête. Je suis sur la piste de cas d'abus financiers envers les personnes âgées depuis plus d'1 an. Quand j'ai lu votre livre, les parallèles étaient frappants. Pas seulement les méthodes générales, mais des détails spécifiques qui correspondent à des cas en Floride et dans le Connecticut. Qu'est-ce qui vous a amené à relier ces cas entre eux? Ils impliquent des noms différents, des lieux différents. Les schémas, dit Donovan en sortant un petit carnet de son sac. L'approche est toujours la même. Travail bénévole pour obtenir l'accès, isolement de la victime de sa famille ou de ses amis, établissement rapide de la confiance, modification des documents juridiques, déclin soudain de la santé de la victime, disparition après que les actifs sont sécurisés. Et vous croyez que ces cas impliquent la même coupable? Je le crois. Et je crois que vous aussi. Il la regarda directement. Mademoiselle Harper, votre roman ne décrit pas seulement ces schémas. Il inclut des détails qui n'ont jamais été rendus publics, comme la collection de flacons de parfums vintage que Christina Matthews exposait dans son appartement en Floride, ou la cicatrice sur le poignet droit de Caroline Miller. Sarah garda une expression neutre. Comme je l'ai dit, j'ai fait des recherches approfondies. Et maintenant, je me demande si vos recherches s'étendent à la nouvelle femme de votre ex-mari, Solène Montrose. La franchise de cette déclaration resta suspendue dans l'air entre eux. Sarah prit une gorgée de thé, rassemblant ses pensées. Monsieur Donovan, sur quoi enquêtez-vous exactement? Un roman ou un crime? Les deux, potentiellement. Les cas en Floride et dans le Connecticut n'ont jamais abouti à des poursuites pénales.
La coupable a disparu trop rapidement et les preuves étaient circonstancielles. Mais ensemble, ils suggèrent un schéma de comportement prédateur qui pourrait se poursuivre. Il se pencha en avant. Mademoiselle Harper, si Solène Montrose est la même femme que Caroline Miller et Christina Matthews, votre ex-mari pourrait être en danger. Danger financier? Certainement, dit Sarah. Solène l'a déjà encouragé à réviser son portefeuille d'investissement et à changer son testament. Les sourcils de Donovan se haussèrent. Vous savez cela de source sûre? L'ancien conseiller en investissement de Dominique est un vieil ami de la famille. Il m'a appelé, inquiet, lorsque Dominique a soudainement transféré ses comptes ailleurs. Quant au testament, Sarah hesita. Myriam a surpris une conversation téléphonique lorsque Solène était ici un jour. Solène prenait rendez-vous avec un avocat spécialisé en succession, mentionnant le testament obsolète de Dominique qui nécessitait une révision immédiate. Et vous n'avez pas prévenu votre ex-mari? Auriez-vous cru les préoccupations d'une ex-femme amère en fauteuil roulant? Dominique a fait son choix. Il a choisi Solène plutôt que moi, plutôt que notre histoire, plutôt que tout ce que nous avions construit ensemble. Donc, le roman est votre avertissement, votre façon de l'exposer? Sarah regarda par la fenêtre un long moment. Le roman est une œuvre de fiction, monsieur Donovan. Ce que vous faites de votre enquête est votre affaire. Mais si vous trouvez des preuves reliant Solène Montrose à ses autres identités, à ses autres cas, je serais très intéressé de le savoir. Donovan l'étudia. Vous jouez un jeu dangereux ici, mademoiselle Harper. En fauteuil, en fait, dit-elle avec un petit sourire. Et oui, je manœuvre avec précaution. Au cours des semaines suivantes, Michael Donovan mena son enquête avec une rigueur méthodique. Il se rendit en Floride et dans le Connecticut, interrogeant le personnel des établissements où Christina Matthews et Caroline Miller avaient travaillé. Il retrouva les membres des familles des victimes, examinant les dossiers financiers et les photographies. Il déposa des demandes d'accès aux documents publics pour tout, des titres de propriété aux licences commerciales. Pendant ce temps, Intention masquée continuait son ascension dans les listes de best-sellers. La tournée de promotion adaptée de Sarah la ramena sous les feux des projecteurs, avec des portraits dans de grands magazines soulignant sa résilience et sa renaissance créative. Dans les interviews, elle esquivait avec une aisance consommée les questions sur les inspirations réelles. Toute fiction contient des éléments de vérité réfractés à travers l'imagination de l'écrivain. Elle ne mentionna pas que les ventes du roman étaient particulièrement fortes dans les cercles financiers et juridiques où Dominique et Solène évoluaient désormais. Elle n'en avait pas besoin. Les ondes de choc se propageaient exactement comme elle l'avait prévu. 3 mois après leur première rencontre, Donovan contacta Sarah pour organiser une autre visite. Quand il arriva, son attitude était différente, plus confiante, plus énergique. « J'ai trouvé le lien », dit-il dès qu'ils furent seuls. De sa besace, il sortit un dossier en manille. Il a fallu de la persévérance et quelques coups de chance, mais j'ai la preuve que Christina Matthews, Caroline Miller et Solène Montrose sont la même personne. Il exposa ses preuves méthodiquement. Une photographie claire de Christina Matthews lors d'un événement caritatif en Floride montrant la cicatrice distinctive sur son poignet droit. Des dossiers médicaux d'une clinique du Connecticut où Caroline Miller avait été traitée pour cette même cicatrice, apparemment le résultat d'un accident d'enfance. Des dossiers scolaires d'une certaine Céleste Montgomery qui avait quitté sa ville natale de l'Ohio à 18 ans, avec une photo d'annuaire montrant une version plus jeune de la même femme. Et, preuve la plus accablante, des dossiers financiers montrant que des fonds provenant des comptes de la victime de Floride avaient été transférés à une entité offshore qui avait ensuite financé les qualifications de Caroline Miller en tant que dame de compagnie privée. Elle est prudente mais pas infaillible, expliqua Donovan. Chaque fois qu'elle se réinvente, elle conserve certains schémas. Ses prénoms commencent toujours par C. Elle prétend toujours avoir un lien avec une éducation européenne. Elle collectionne toujours quelque chose de distinctif, comme ses flacons de parfum vintage. Ce sont plus que de simples similitudes, observa Sarah. C'est une preuve suffisante pour que mon rédacteur en chef approuve un grand article d'investigation. Nous vérifions les faits maintenant, et notre équipe juridique examine tout, mais... M.L. Harper, il hésita. Oui. Une fois que ce sera publié, il n'y aura plus d'ambiguïté.
Tout le monde saura que Valérie n'était pas seulement inspirée par Solène Montrose. Elle est essentiellement Solène Montrose. Et ils sauront que vous le saviez quand vous avez écrit le livre. Sarah hocha lentement la tête. Je comprends. Quand l'article paraîtra-t-il? Dimanche prochain. En première page de la section Investigation. Il rassembla ses documents. Y a-t-il quelque chose que vous voulez dire officiellement sur votre connaissance de ces liens? Seulement qu'en tant que romancière, j'observe, je recherche, j'imagine. Si la réalité et la fiction convergent parfois, c'est le mystère de la créativité. Alors qu'il se préparait à partir, Donovan s'arrêta à la porte. Mlee Harper. Sarah, ce que vous avez fait ici, utiliser un roman pour mettre en lumière une prédatrice. C'est peu orthodoxe, mais efficace. J'espère juste que vous êtes prête pour les répercussions. Monsieur Donovan, quand mon mari m'a quittée pour une femme de la moitié de mon âge quelques mois seulement après que je sois devenue paralysée, j'ai appris quelque chose d'important sur les répercussions. Parfois, elles révèlent ce qui était caché. Parfois, elles purifient l'air. Après son départ, Sarah se dirigea vers son bureau d'écriture et ouvrit son ordinateur portable. Elle avait commencé un nouveau roman, mais ce n'était pas ce sur quoi elle voulait travailler maintenant. Au lieu de cela, elle ouvrit un nouveau document et commença à taper « À Dominique ». Au moment où tu liras ceci, tu auras probablement vu l'article de Michael Donovan dans le Boston Globe. Tu seras en colère, confus, peut-être dans le déni. Tu voudras croire que j'ai orchestré tout cela par amertume ou par vengeance. La vérité est à la fois plus simple et plus complexe. J'ai écrit intention masquée parce que c'est ce que je fais. J'observe la nature humaine et je crée des récits qui révèlent des vérités plus profondes. En Solène, j'ai reconnu une prédatrice dont le schéma était si clair pour moi que je ne pouvais l'ignorer. J'aurais pu te prévenir directement. Peut-être aurais-je dû, mais m'aurais-tu écouté? Ou n'aurais-tu vu qu'une ex-femme amère essayant de saboter ton bonheur? Je ne atteins ni pardon ni compréhension. Je ne veux pas de réconciliation. Ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu, c'est que la vérité soit connue. Sarah. Elle enregistra le document, mais ne l'envoya pas. Pas encore. D'abord, elle devait voir comment les événements se dérouleraient lorsque l'article de Donovan ferait la une des journaux. Lorsque la façade soigneusement construite de Solène s'effondrerait enfin sous le poids des preuves et de l'examen public. Quand dimanche arriva, Sarah était prête. Elle demanda à Myriam de lui apporter le journal dès son arrivée. Et c'était là, la première page de la section Investigation, dominée par le titre « La femme aux 3 noms », comment une arnaqueuse en série ciblait les personnes âgées et vulnérables. L'article était complet et accablant. Il retraçait l'évolution de Solène de Céleste Montgomery à Christina Matthews puis à Caroline Miller, documentant la traînée de trahison et d'exploitation financière qu'elle avait laissée dans son sillage. Il détaillait comment chaque nouvelle identité avait été financée par des actifs pris aux victimes précédentes. Il comprenait des entretiens avec les membres des familles de ces victimes, avec des professionnels de la santé qui avaient été témoins de ces méthodes, avec des experts financiers qui expliquaient comment de tels stratagèmes fonctionnaient généralement. Et inévitablement, il explorait les liens entre ces cas réels et le roman de Sarah Harper, Intention masquée. Il citait des experts littéraires qui discutaient de l'éthique de l'utilisation de la fiction pour dénoncer des méfaits réels. Il notait le moment de la publication du livre par rapport au mariage de Dominique et Solène. Ce qu'il ne faisait pas, et Sarah en était reconnaissante, c'était de la dépeindre comme une ex-femme vengeresse. Au lieu de cela, Donovan l'avait présentée comme une observatrice fine du comportement humain qui avait reconnu un schéma là où d'autres ne voyaient que coïncidence. Sa paralysie et son divorce étaient mentionnés comme contexte, mais pas comme motivation. À la mi-journée, l'histoire avait été reprise par les médias nationaux. Le soir, elle était en tendance sur les réseaux sociaux, les lecteurs d'intentions masquées exprimant leur choc devant la similitude entre le roman et la réalité. Les ventes de livres grimpèrent à nouveau alors que de nouveaux lecteurs, attirés par la controverse, cherchaient le roman pour voir par eux-mêmes. Sarah attendit, sachant que tôt ou tard, Dominique la contacterait. L'appel arriva le lendemain matin, son nom apparaissant sur son téléphone pour la première fois depuis près d'1 an. Elle le laissa sonner 3 fois avant de répondre. « Allô Dominic. Est-ce vrai ?» Sa voix était tendue, contrôlée, mais avec un fond de rage.
As-tu écrit ce livre en sachant qui elle était? As-tu tout planifié? De quelle partie parles-tu? Si Solène est une arnaqueuse qui a ciblé des personnes vulnérables auparavant, ou si je le savais quand j'ai écrit le livre. Les deux. L'un ou l'autre. Dis-moi juste la vérité, Sarah. Oui aux deux questions. Elle garda sa voix calme. J'ai appris son passé par Myriam, qui l'a reconnue du Connecticut. J'ai fait des recherches plus approfondies et j'ai trouvé le schéma. Et oui, j'ai écrit le livre en sachant exactement qui et ce qu'elle était. Il y eut un long silence. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas simplement dit? Pourquoi passer par ce stratagème élaboré avec un roman et maintenant une révélation dans un journal? M'aurais-tu cru, Dominique, si je t'avais appelé pour te dire: ta nouvelle femme est une arnaqueuse qui s'en est déjà pris à des personnes vulnérables? Que aurais-tu fait? Tu aurais rejeté cela comme de la jalousie, comme de l'amertume. Tu ne sais pas ça. Je te connais, Dominique. J'ai été mariée à toi pendant 8 ans. Quand tu te fais une idée sur quelque chose ou quelqu'un, tu ne changes pas facilement de cap. Tu avais décidé que Solène était parfaite, qu'elle était tout ce que je n'étais plus. Jeune, entière, sans complications. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Tu m'as quitté quand j'avais le plus besoin de toi. Tu l'as épousée avec une hâte indécente. Tu as révisé tes arrangements financiers sur sa suggestion. Dis-moi, t'a-t-elle encouragé à t'éloigner de tes vieux amis, à envisager de déménager quelque part de nouveau, un endroit où son passé aurait moins de chances de la rattraper? Son silence fut une réponse suffisante. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-il finalement, la voix soumise. C'est à toi de voir. Les preuves dans l'article de Donovan sont substantielles. Les autorités de Floride et du Connecticut vont probablement rouvrir leurs enquêtes maintenant qu'elles connaissent son identité actuelle et sa localisation. Quant à ton mariage, tes actifs, ce sont tes décisions à prendre. Tu dois savourer ça, dit-il, l'amertume se glissant dans son ton, me regarder tout voir s'effondrer. Non, Dominique, je ne savoure pas ta douleur. Je ne l'ai jamais fait. Ce que je voulais, c'est que la vérité soit connue. Ce que tu fais de cette vérité, c'est ton choix. Après avoir raccroché, Sarah resta assise en silence pendant un long moment, regardant son jardin où l'automne cédait la place à l'hiver. Elle ne ressentait aucun triomphe, aucune justification, seulement un mélange complexe de soulagement, de tristesse et d'un étrange sentiment de clôture. L'histoire qui avait commencé avec son accident et la trahison de Dominique entrait dans son dernier chapitre. Mais sa propre histoire, sa vie d'écrivain, de femme reconstruisant son identité après une perte profonde, commençait juste un nouveau volume. Les suites de l'exposé de Michael Donovan se déroulèrent avec l'inéluctabilité dramatique d'un thriller bien ficelé. En quelques jours, les autorités de Floride et du Connecticut annoncèrent qu'elles rouvraient les enquêtes sur les décès et l'exploitation financière des précédentes victimes de Solène. Des experts comptables judiciaires commencèrent à tracer les mouvements de fonds à travers diverses sociétés écrans et comptes offshore. Solène elle-même disparut immédiatement après la publication de l'article, une disparition soudaine qui ne fit que confirmer sa culpabilité. Elle laissa derrière elle une valise faite à la hâte dans la maison qu'elle partageait avec Dominique et retira 50 000 $ en espèces de leur compte joint avant que son accès ne puisse être gelé. Dominique, sonné et humilié, se retira de la vie publique. Il publia une brève déclaration par l'intermédiaire de son avocat, se déclarant une autre victime de la tromperie de Solène Montrose et demandant le respect de sa vie privée. En privé, il entama la procédure d'annulation de leur mariage pour fraude. Pour Sarah, les semaines qui suivirent la publication de l'article apportèrent un étrange mélange de reconnaissance professionnelle et d'examen personnel. Intention masquée resta en tête des listes de best-sellers, désormais lu non seulement comme un thriller psychologique, mais comme une révélation du monde réel façonné sous forme de fiction. Les critiques littéraires débattirent de l'éthique de son approche, les opinions étant partagées sur le fait qu'elle avait inventé une nouvelle forme de fiction journalistique ou franchi une ligne rouge en utilisant sa tribune de romancière pour poursuivre ce qui était essentiellement une vengeance personnelle. Sarah accorda peu d'interviews pendant cette période, déclinant la plupart des demandes par une simple déclaration. Le livre parle de lui-même. Lorsqu'on la pressait sur ses motivations, elle maintenait que sa principale préoccupation avait été d'empêcher Solène de nuire à d'autres, y compris Dominique. Puis, 6 semaines après la publication de l'article de Donovan, Sarah reçut une lettre recommandée. En l'ouvrant,
Elle découvrit un avis juridique l'informant que Dominique Harper intentait une action en diffamation contre elle, réclamant 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Le procès affirmait qu'elle avait publié malicieusement et sciemment de fausses informations destinées à détruire le mariage et la réputation du plaignant. Sarah lut le document 2 fois, notant avec intérêt que Dominique était représenté par Wallace Thornton, l'un des avocats les plus agressifs et les plus en vue de la ville. Le procès affirmait que Sarah avait fabriqué des liens entre Solène Montrose et d'autres individus par jalousie et esprit de vengeance, et que son roman constituait une attaque à peine voilée conçue pour causer un maximum de dommages personnels et professionnels. Soupirant, elle prit le téléphone et appela son agent littéraire, qui la mit en relation avec l'équipe juridique de la maison d'édition. Le soir même, elle avait engagé Patricia Chiao, une avocate respectée spécialisée dans la défense de la liberté d'expression, qui défendait les auteurs contre les plaintes en diffamation. « C'est en fait une bonne nouvelle », lui dit Patricia lors de leur première rencontre. La diffamation nécessite un mensonge. Si ce que vous avez écrit sur Solène ou basé sur elle est substantiellement vrai, c'est une défense absolue. Mais le roman est une fiction, souligna Sarah. Je n'ai jamais prétendu qu'il était basé sur des personnes réelles. Patricia sourit. La fiction a toujours été un véhicule pour la vérité, mademoiselle Harper. Et grâce à l'excellent travail d'investigation de M. Donovan, nous avons une vérification indépendante des liens entre Solène et ses identités précédentes. Le procès de M. Harper nous donne en fait une tribune pour présenter toutes ces preuves de manière très publique. Alors, vous pensez que nous allons gagner ? Je pense que M. Harper a commis une grave erreur tactique. Même le simple fait d'intenter ce procès maintient l'affaire sous les feux des projecteurs, et la phase de communication des preuves sera éclairante. Le procès raviva en effet l'intérêt des médias pour l'histoire. Les émissions d'actualité People diffusèrent des segments intitulés « Quand la fiction devient réalité » et « La vengeance de l'auteur ». Des tables rondes littéraires débattirent des frontières entre l'expression créative et l'assassinat de personnages ciblés. Les réseaux sociaux bourdonnaient d'opinions, la majorité semblant se ranger du côté de Sarah, la considérant comme une femme bafouée qui avait trouvé un moyen créatif d'exposer une véritable prédatrice. 3 semaines avant l'audience préliminaire, Sarah reçut une autre communication inattendue, une demande de réunion de l'avocat de Dominique, Wallace Thornton. Curieuse, elle accepta, l'invitant chez elle plutôt que de le rencontrer à son bureau. Si Thornton allait essayer de l'intimider, qu'il vienne sur son territoire, la voir dans son élément. Thornton arriva précisément à l'heure. Un homme grand aux cheveux argentés et un costume impeccable qui criait la vieille fortune et le pouvoir établi. Sarah le reçut dans son bureau d'écriture, positionné près de la grande fenêtre donnant sur son jardin d'hiver. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer, mademoiselle Harper », commença Thornton, prenant le siège qu'elle lui indiquait. « J'ai pensé qu'il pourrait être productif de discuter de cette situation directement avant de poursuivre la procédure judiciaire. Par cette situation, vous entendez le procès de votre client contre moi pour avoir écrit un roman ? » Thornton sourit finement. « Un roman qui a causé à mon client des dommages importants, tant personnels que professionnels. Son mariage a été détruit, sa réputation ternie par association, et son entreprise d'investissement a perdu des clients qui ne souhaitent pas être liés à un scandale aussi public. Toute conséquence de ses propres choix, M. Thornton. Il a choisi de quitter sa femme handicapée pour une femme plus jeune. Il a choisi d'épouser cette femme avec une hâte indécente, et il a choisi de ne pas enquêter sur son passé malgré des signes avant-coureurs qui étaient apparents pour d'autres. Ce qui était apparent, mademoiselle Harper, c'était votre ressentiment d'avoir été remplacée. Votre roman et votre collaboration avec Michael Donovan constituent une tentative calculée de punir votre ex-mari pour avoir refait sa vie. Sarah le regarda calmement. Est-ce là le récit que vous prévoyez de présenter au tribunal ? Que je suis simplement une ex-femme amère. Ce serait peut-être plus convaincant si Solène n'avait pas disparu immédiatement après avoir été démasquée, emportant avec elle 50 000 $ de l'argent de votre client. Les actions de mademoiselle Montrose après la publication de l'article de M. Donovan ne sont pas en cause dans ce procès. Ce qui est en cause, c'est votre campagne délibérée pour nuire à mon client. La vérité est une défense absolue contre la diffamation, M. Thornton. Tout ce qui se trouve dans l'article de Donovan a été vérifié de manière indépendante. Quant à mon roman,
C'est une œuvre de fiction qui s'inspire de recherches et d'observations, comme tous mes romans. Thornton se pencha en avant. Laissez-moi être direct, mademoiselle Harper. Mon client est prêt à abandonner ce procès si vous faites une déclaration publique clarifiant que votre roman n'est pas basé sur sa femme, et si vous acceptez de donner une partie des recettes du livre à une œuvre de charité de son choix. Sarah Ritt Franchment. Vous ne pouvez pas être sérieux. Vous voulez que je déclare publiquement que Solène Montrose n'est pas une arnaqueuse, malgré des preuves accablantes du contraire, et que je paie pour le privilège de le faire? Ce que je veux, c'est résoudre cette situation avant qu'elle ne consume plus de temps et de ressources de chacun. Un procès sera désordonné, public et potentiellement dommageable pour toutes les parties, y compris vous. Comment exactement cela me nuirait-il, monsieur Thornton? J'ai été assez ouverte sur mes méthodes et mes motivations. Je n'ai pas cherché à blesser Dominique. J'ai cherché à démasquer une prédatrice avant qu'elle ne puisse faire plus de mal. Le fait que mon ex-mari soit un dommage collatéral dans cette révélation est regrettable, mais pas ma principale préoccupation. Thornton l'étudia un long moment. Vous savez, quand Dominique vous a décrite, il a dit que vous étiez toujours la personne la plus intelligente de la pièce, mais que vous pouviez être froide quand vous vous sentiez lésée. Je vois ce qu'il voulait dire maintenant. Dominique m'a quittée quand j'étais au plus vulnérable. Il a épousé une femme qui le voyait comme une cible, pas comme un partenaire. Si ma réponse vous semble froide, peut-être devriez-vous considérer la provocation. Se levant pour partir, Thornton lança ce qu'il considérait clairement comme un coup de grâce verbale. Nous nous verrons au tribunal, mademoiselle Harper. J'espère que vous êtes prête à voir vos motivations exposées aussi minutieusement que vous avez exposé les autres. J'attends cela avec impatience, monsieur Thornton. La vérité a été mon allié tout au long de ce processus. Je suis curieuse de voir si elle sera la vôtre. Après son départ, Sarah appela Patricia Chiao pour la mettre au courant de la réunion. Patricia ne fut pas surprise par l'approche de Thornton. Tactique d'intimidation classique, dit-elle. Ils espèrent que vous accepterez un arrangement discret plutôt que de faire face à un examen public de vos motivations. Mais ils ont mal calculé. Vous avez déjà exposé vos motivations dans chaque interview, chaque déclaration publique. Il n'y a aucun moment où on pourrait vous piéger. Donc, nous allons au tribunal? À moins qu'il n'abandonne le procès, oui. Et compte tenu de la réputation de Thornton, c'est peu probable. Il ne recule pas facilement. Cela nuirait à son image de marque. L'audience préliminaire était fixée à un mardi de début février. Comme Patricia l'avait prédit, le palais de justice était entouré de médias, de reporters people ainsi que de journalistes judiciaires, tous attirés par l'intersection inhabituelle de la littérature, du droit et du drame personnel. Sarah arriva tôt, accompagnée de Myriam et Patricia. Elle avait choisi ses vêtements avec soin, une robe bleu marine simple mais élégante, professionnelle sans être sévère. Alors qu'elle se dirigeait en fauteuil roulant vers l'entrée du palais de justice, les appareils photos crépitèrent et les reporters lancèrent des questions. Mademoiselle Harper, regrettez-vous d'avoir utilisé votre roman pour dénoncer la femme de votre ex-mari? Sarah, avez-vous écrit Intention masquée par vengeance? Mademoiselle Harper, comment répondez-vous aux accusations selon lesquelles vous auriez violé l'éthique littéraire? Patricia la protégea du pire, répétant « pas de commentaires avant la fin de l'audience », alors qu'elle se frayait un chemin à l'intérieur. Dans la salle d'audience, Sarah positionna son fauteuil roulant à la table de la défense, regardant droit devant elle alors que Dominique et son équipe juridique entraient par une porte latérale. C'était la première fois qu'elle voyait Dominique depuis son mariage avec Solène. Il avait l'air plus âgé, le stress des derniers mois visible dans les nouvelles rides autour de ses yeux et de sa bouche. Il portait un costume cher qui flottait légèrement sur sa silhouette, suggérant une perte de poids. Lorsque leurs regards se croisèrent brièvement, son expression était indéchiffrable. Un mélange de colère, d'épuisement et de quelque chose qui aurait pu être du regret. La juge, une femme d'une 60aine d'années réputée pour son efficacité pragmatique, ouvrit la séance. Après des déclarations préliminaires établissant la nature de l'affaire, elle s'adressa aux deux équipes juridiques. « J'ai examiné les documents de cette affaire, et j'ai de sérieuses préoccupations concernant les affirmations du plaignant, commença-t-elle. Monsieur Thornton, votre client allègue une diffamation basée sur une œuvre de fiction. Pourtant,
Une grande partie de ce qui était supposément diffamatoire a été vérifié de manière indépendante par une enquête journalistique. Pouvez-vous clarifier les faussetés spécifiques que vous prétendez que Mademoiselle Harper a publiées? Taunton S.L. Leva. Votre honneur, la question n'est pas de savoir s'il existe des similitudes entre le personnage de fiction de Mademoiselle Harper et Mademoiselle Montrose. La question est l'intention de Mademoiselle Harper. Elle a délibérément conçu ce roman comme une arme destinée à détruire le mariage et la réputation de mon client. Elle a utilisé sa tribune d'auteur à succès pour poursuivre une vendetta personnelle. L'intention n'est pas un élément de la diffamation, conseiller. La vérité est la défense. Affirmez-vous que la caractérisation de Mademoiselle Harper était fausse? Nous affirmons qu'elle était malveillante et calculée pour nuire. L'expression de la juge suggéra qu'elle n'était pas impressionnée. Mademoiselle Xiao, votre réponse. Patricia S.L. Leva. Votre honneur, la plainte de M. Harper échoue sur plusieurs points. Premièrement, intention masquée et clairement commercialisée et compris comme une fiction. Deuxièmement, dans la mesure où le roman s'inspire d'événements réels, ces événements ont été vérifiés de manière indépendante par le reportage d'investigation de M. Donovan. Et troisièmement, il y a un intérêt public clair à dénoncer un schéma d'exploitation des personnes âgées et de fraude. L'audience se poursuivit avec des arguments juridiques techniques, mais il devenait évident que la juge était sceptique quant aux affirmations de Dominique. Elle interrogea Thornton à plusieurs reprises sur des points précis. Qu'est-ce qui était exactement faux? Où était le préjudice démontrable qui provenait directement du roman, par opposition aux propres actions de Selene et aux enquêtes ultérieures? Finalement, après près de 2 heures, la juge statua. Je rejette la demande du plaignant d'une injonction préliminaire contre la publication ou la promotion ultérieure du roman. Sur la base des preuves présentées, il semble y avoir une vérité substantielle aux inspirations factuelles sous-jacentes de l'œuvre de Mademoiselle Harper. Bien que je comprenne la détresse de M. Harper de se retrouver mêlé à cette situation, les faits suggèrent que ces griefs concernent Mademoiselle Montrose, et non Mademoiselle Harper. Ce n'était pas un rejet complet de l'affaire, mais c'était une victoire initiale significative. Alors que la salle d'audience commençait à se vider, Sarah se retrouva face à face avec Dominique dans l'allée étroite. Pendant un moment, aucun ne parla. « Tu aurais pu simplement me le dire, » dit-il finalement, la voix basse. « Tu n'avais pas à le faire de cette façon. M'aurais-tu cru » demanda Sarah doucement. Ou aurais-tu vu cela comme la tentative désespérée d'une épouse rejetée pour empoisonner ton bonheur? Il n'eut pas de réponse à cela. Après un moment, il la dépassa en direction de la sortie. Sarah le regarda partir, ne ressentant pas de triomphe, mais un mélange complexe de justification et de tristesse. Ils s'étaient aimés autrefois. Ils avaient construit une vie ensemble. Maintenant, ils étaient des étrangers se rencontrant dans une salle d'audience, les restes de leur relation empêtrés dans des arguments juridiques et un examen public. Dehors, les médias attendaient. Patricia avait préparé Sarah à ce moment, l'aidant à rédiger une brève déclaration qui reconnaissait la décision sans paraître jubilée. Tandis que les flashs crépitaient et que les microphones étaient tendus vers elle, Sarah parla clairement et calmement. La décision d'aujourd'hui affirme ce que j'ai maintenu tout au long, que l'œuvre créative que j'ai produite, bien que fictive, était minutieusement documentée et ancrée dans des schémas vérifiables. Ma motivation n'a jamais été de causer de la douleur, mais d'empêcher d'autres préjudices. Je ne prends aucun plaisir dans les difficultés que ces révélations ont causées à mon ex-mari, qui est lui-même une victime de la tromperie. J'espère que nous pourrons maintenant aller de l'avant, permettant aux autorités compétentes de poursuivre leurs enquêtes sans la distraction de ce procès. Alors qu'elle se dirigeait en fauteuil roulant vers la voiture qui l'attendait, un journaliste lança une dernière question. « Mademoiselle Harper, regrettez-vous d'avoir écrit le livre maintenant que vous en avez vu les conséquences ?» Sarah marqua une pause, réfléchissant. « Non, dit-elle finalement. Je regrette les circonstances qui l'ont rendu nécessaire. Mais je ne regrette pas d'avoir utilisé ma voix pour dire la vérité. Même lorsque cette vérité était inconfortable. C'est ce que font les écrivains. Nous observons. Nous révélons. Parfois, nous éclairons ce que d'autres préféreraient garder caché. » Dans la voiture qui la ramenait chez elle, Patricia jubilait. Cette juge a pratiquement classé l'affaire sans suite.
Thornton conseillera probablement à Dominique de retirer la plainte plutôt que de procéder à un procès complet qu'il est presque certain de perdre. Est-ce vraiment fini alors ? Demanda Sarah. La bataille juridique ? Probablement. Les séquelles personnelles ? C'est une autre question. En effet, 2 semaines plus tard, le procès de Dominique fut officiellement retiré. Le dépôt au tribunal citait un désir de concentrer les énergies sur la coopération avec les enquêtes en cours plutôt que de poursuivre des litiges civils. Les médias traitèrent cela comme un aveu implicite que le portrait de Sarah avait été substantiellement exact. Pendant ce temps, les autorités de Floride et du Connecticut avaient intensifié leurs enquêtes sur Solène, Caroline, Christina pour y inclure des accusations potentielles de fraude criminelle, d'usurpation d'identité, et dans le cas de Madame Winthrop, d'abus envers une personne âgée. Une recherche internationale était en cours, bien que la plupart des experts pensaient qu'elle avait probablement adopté une autre identité et s'établissait déjà dans un nouveau lieu, cherchant sa prochaine victime. Pour Sarah, la fin de la menace juridique n'apporta pas l'exaltation, mais un soulagement tranquille. La justification de ces méthodes était satisfaisante, mais elle n'effaçait pas la douleur qui les avait précédées. L'accident, la trahison de Dominique, l'effondrement de la vie qu'elle avait autrefois envisagée pour elle-même. Un soir, alors que l'hiver commençait à céder la place au début du printemps, Sarah était assise dans son jardin, regardant les premiers crocus percer le sol, petit signe de renouveau après la dormance. Son téléphone sonna. C'était Dominique. « Puis-je venir te voir ?» demanda-t-il sans préambule. « Il y a des choses que j'ai besoin de dire en personne. » Sarah hésita, puis accepta. « Demain après-midi, dit-elle. Myriam sera là. Tu ne me fais pas confiance ? Je ne fais pas confiance à la situation. Trop de choses se sont passées. » Il arriva le lendemain, l'air plus calme qu'au tribunal, mais portant toujours les marques du stress. Sarah le reçut dans le salon, Myriam discrètement présente dans la cuisine adjacente. « Merci de me voir », commença Dominique, s'asseyant en face de son fauteuil roulant. « Je voulais m'excuser pour le procès, pour tout. » Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Demanda Sarah. Tu semblais assez déterminée à me dépeindre comme une ex-femme vengeresse décidée à détruire ton bonheur. Il soupira. Après l'audience, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. J'ai vraiment regardé les preuves. La documentation trouvée par Donovan, les schémas de comportement, les pistes financières. C'est accablant. Oui, ça l'est. Pourquoi n'es-tu pas venue me voir directement, Sarah, avant le livre, avant l'article ? Pourquoi ne pas simplement me montrer ce que tu avais découvert ? Oh, je pense que tu connais la réponse à cela. Tu ne m'aurais pas cru. Tu aurais vu cela comme de la jalousie, comme une tentative de saboter ta nouvelle relation. Au moment où Myriam a reconnu Solène, tu étais déjà profondément engagé dans ton récit, qu'elle était parfaite, qu'elle était l'avenir que tu voulais. Il baissa les yeux sur ses mains. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Je l'ai justifié en me disant que je n'étais pas équipée pour être un soignant, que nous serions tous les deux mieux si je passais à autre chose. Mais la vérité est plus simple et plus laide. J'étais égoïste. J'ai vu un chemin facile vers le bonheur avec Solène, et je l'ai pris. Ah oui, tu l'as fait. Et maintenant, tout est parti. Mon mariage, ma réputation, la moitié de mes clients. La police a gelé des comptes liés à Solène, y compris certains de nos actifs communs. Il leva les yeux vers elle. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit au tribunal, que je suis aussi une victime. Mais ce n'est pas vraiment vrai, n'est-ce pas ? Je ne suis pas une victime. Je suis un collaborateur de ma propre tromperie. J'ai voulu croire en Solène parce que croire en elle justifiait ce que je t'ai fait. Sarah resta silencieuse un moment, absorbant son rare moment de lucidité. Que attends-tu de moi, Dominique ? Le pardon ? La réconciliation ? Je ne sais pas. Peut-être la compréhension. Peut-être une chance de réparer les choses d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas défaire ce qui a été fait. Aucun de nous ne peut revenir à ce que nous étions avant. Oh, je le sais, mais peut-être pourrions-nous. Il s'interrompit, désignant vaguement l'espace entre eux. Tu me manques, Sarah. Talk lot, ton intelligence me manquant. Nous me manquons. Sarah le regarda fixement. Il n'y a plus de « nous », Dominique.
Il n'y en a plus depuis le jour où tu as décidé que j'étais un fardeau plutôt qu'une partenaire. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas de l'amour, ni même du désir. C'est du désarroi. Ta vie a été bouleversée et tu cherches un terrain solide. Mais ce terrain n'est pas ici, avec moi. Tu ya has refleti. J'ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses. À la confiance, à la résilience, à la différence entre la justice et la vengeance. Et à quelle conclusion es-tu arrivé? Le livre était-il justice ou vengeance? Sarah réfléchit attentivement à cette question. Les deux, peut-être. Je voulais que la vérité soit connue. C'est la justice. Je voulais que tu comprennes l'ampleur de ton erreur, cela se rapproche peut-être de la vengeance. Mais surtout, je voulais récupérer ma voix, mon pouvoir d'agir, transformer ce qui m'est arrivé en quelque chose que je contrôlais. Dominique hocha lentement la tête. Tu as toujours été la plus forte de nous deux. Même maintenant, dans ce fauteuil, tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. La force prend de nombreuses formes. Tu retrouveras la tienne, mais pas ici. Il se leva pour partir, regardant autour de la maison qui avait été la leur. Je suis désolée, Sarah, pour tout. Je te crois. Mais j'ai dépassé le besoin de tes excuses ou le regret de leur absence. J'ai construit une nouvelle vie, différente de celle que j'avais prévue, mais la mienne néanmoins. À la porte, il s'arrêta. Ton livre, il est vraiment brillant, tu sais. Même en sachant qu'il parle en partie de moi, de nous. Je peux reconnaître le métier. Tu as toujours vu les gens si clairement. Pas toujours, dit Sarah doucement. Je ne t'ai pas vu assez clairement. Pas avant qu'il ne soit trop tard. Après son départ, Sarah retourna à son bureau d'écriture. Elle avait commencé un nouveau roman, pas sur la trahison ou la vengeance cette fois, mais sur la reconstruction. Sur une femme qui perd tout et découvre que l'espace vide où se trouvait autrefois son ancienne vie n'est pas un néant, mais une fondation sur laquelle construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de peut-être plus authentique que ce qui l'a précédé. Son téléphone vibra avec un SMS de sa rédactrice. Excellente nouvelle, intention masquée optionnée pour une adaptation en mini-série. Appelle-moi. Sarah Surratt. L'histoire continuerait de se propager, atteignant de nouveaux publics, aidant peut-être même d'autres à reconnaître des schémas de tromperie similaires dans leur propre vie. Ce qui avait commencé comme une douleur personnelle s'était transformé en quelque chose de puissant, de durable. Dehors, le printemps s'affirmait avec plus d'assurance. Dans son jardin, des pousses vertes perçaient un sol qui semblait mort quelques semaines auparavant. Sarah se dirigea en fauteuil roulant vers la fenêtre, regardant le monde se renouveler une fois de plus. Le cirque médiatique finit par passer à de nouveaux scandales, bien que l'affaire Intention masquée, comme on en vint à l'appeler, continua d'être référencée dans les discussions sur l'éthique littéraire et la vengeance créative. L'histoire avait tous les éléments qui fascinaient le public. Trahison, tromperie, une auteure handicapée se défendant avec sa plume plutôt qu'avec ses poings, une arnaqueuse glamour disparue sans laisser de traces. 6 mois après que Dominique eut retiré son procès, les autorités du Connecticut annoncèrent qu'elles avaient suffisamment de preuves pour inculper Solène Montrose, alias Caroline Miller, d'exploitation de personnes âgées et de fraude en relation avec le décès et la succession de Madame Winthrop. Des accusations similaires étaient en instance en Floride. Interpol avait été notifié, mais on s'attendait peu à ce qu'elle soit retrouvée à moins qu'elle ne tente d'établir une nouvelle identité dans leur juridiction. Pour Sarah, la vie reprit un nouveau rythme. Le succès d'Intention masquée avait restauré sa réputation littéraire et considérablement amélioré sa situation financière. Elle utilisa une partie des recettes pour rendre sa maison plus accessible, installant un ascenseur entre les étages et rénovant sa salle de bain pour un usage plus facile. Elle créa également une fondation pour soutenir la recherche sur les lésions de la moelle épinière et pour offrir des opportunités d'écriture créative aux personnes handicapées. Son nouveau roman, intitulé Reconstruction, progressait bien. Contrairement à Intention masquée, cette œuvre puisait plus directement dans sa propre expérience du handicap et de la réinvention, bien que toujours dans le cadre du suspense psychologique. Sa rédactrice était enthousiaste à propos des premiers chapitres, les qualifiant des « encore plus intimes et perspicaces » que son travail précédent. Myriam continua de travailler avec Sarah, bien que leur relation ait évolué de soignante et patiente à quelque chose de plus proche de l'amitié. C'est Myriam qui encouragea Sarah à accepter une invitation à prendre la parole lors d'un festival littéraire à Londres,
son premier voyage international depuis l'accident. Tu te caches dans cette maison depuis trop longtemps, insista Myriam. Ton histoire mérite d'être entendue au-delà de ces murs. La logistique était intimidante. Organiser un hébergement accessible, naviguer en avion avec un fauteuil roulant, gérer son endurance limitée. Mais alors que Sarah explorait les options, elle se sentit excitée par le défi. Ce serait un test de sa nouvelle indépendance, de sa capacité à naviguer dans le monde sous sa forme modifiée. Le festival littéraire lui avait programmé une session vedette intitulée « La vérité dans la fiction », quand la littérature expose la réalité. Les organisateurs avaient été transparents sur leur intérêt pour la controverse entourant Intentions masquées, mais avaient également exprimé une admiration sincère pour les mérites littéraires de l'œuvre. Sarah se prépara soigneusement, anticipant des questions difficiles sur ses motivations et ses méthodes. L'événement eut lieu dans un lieu historique qui avait été modernisé pour l'accessibilité, pas parfaitement, mais de manière adéquate. Alors que Sarah se dirigeait en fauteuil roulant sur scène, elle fut accueillie par une salle comble. La modératrice, une critique littéraire britannique respectée, commença par discuter des aspects techniques du roman, son rythme, son acuité psychologique, sa structure narrative. Ce n'est qu'après avoir établi ses mérites en tant que littérature qu'elle aborda la controverse. Madame Harper, votre roman a été décrit diversement comme un acte de justice, un acte de vengeance et un acte de transgression des frontières littéraires. Comment le voyez-vous ? Sarah réfléchit attentivement à sa réponse. Je le vois principalement comme un acte de transformation. J'ai pris des circonstances qui auraient pu me détruire: handicap physique, trahison conjugale, perte profonde, et je les ai transformées en une œuvre créative qui a une résonance au-delà de mon expérience personnelle. Mais vous deviez anticiper les conséquences dans le monde réel lorsque vous avez incorporé des détails aussi spécifiques sur la nouvelle femme de votre ex-mari. J'anticipais que la vérité a une façon d'émerger, surtout lorsqu'elle a été délibérément dissimulée. Le fait que Solène Montrose ait établi un schéma de prédation sur des individus vulnérables n'était pas mon invention. C'était une réalité documentée par des recherches minutieuses. Que le roman ait accéléré la découverte de ce schéma est peut-être un témoignage du pouvoir de la fiction à éclairer la vérité. Certains critiques ont suggéré qu'utiliser la fiction comme véhicule pour ce qui équivaut à une dénonciation personnelle franchit une ligne éthique. Comment répondez-vous à cela ? La littérature s'est toujours engagée avec des vérités inconfortables. De Dickens dénonçant les conditions des workhouse à Sinclair révélant les pratiques de l'industrie de la viande, la fiction a une longue histoire de rendre visible l'invisible. Mon approche était peut-être plus personnelle, mais le principe est le même, utiliser l'histoire comme moyen d'illumination. Les questions continuèrent, certaines stimulantes, d'autres encourageantes. Sarah répondit avec une précision réfléchie, ne s'excusant ni pour ses méthodes ni ne jubilant de leur efficacité. Lorsqu'une jeune femme dans le public lui demanda si elle avait des regrets, Sarah marqua une pause avant de répondre. Je regrette les circonstances qui ont rendu le livre nécessaire. Je regrette que mon ex-mari ait été un dommage collatéral dans la dénonciation d'une prédatrice. Mais je ne regrette pas d'avoir utilisé ma voix, mon métier, pour mettre la vérité en lumière. En tant que romancière, c'est ma responsabilité, voir clairement et partager cette vision, aussi inconfortable soit-elle. La session se termina par des applaudissements nourris. Alors que Sarah quittait la scène, une file se forma de personnes attendant de faire dédicacer leurs livres. Beaucoup partagèrent des histoires personnelles de trahison, de maladie, de reconstruction après une perte. Une femme, utilisant une canne, se pencha pour murmurer « Vous nous avez montré que le handicap ne signifie pas l'impuissance. Merci pour cela. » Plus tard, dans sa chambre d'hôtel, Sarah reçut un email de son agent littéraire. Netflix était intéressé par l'adaptation d'Intentions masquées en mini-série, avec un scénariste respecté déjà attaché au projet. Le projet explorerait non seulement les événements du roman, mais aussi l'histoire derrière, l'accident de Sarah, la trahison de Dominique, l'écriture du livre et le démasquage ultérieur de Solène. Ils te veulent comme consultante, écrivit son agent. Pleine participation créative, et l'argent est très bon. Sarah sourit à l'ironie. L'histoire qu'elle avait conçue en réponse à une tragédie personnelle prenait sa propre vie, s'étendant à de nouvelles formes, atteignant un public plus large. Sa douleur privée était devenue art public, puis discours public, et deviendrait maintenant narration visuelle.
Elle répondit, acceptant l'offre à une condition, que l'adaptation comprenne une exploration substantielle du handicap et de ses impacts, non pas comme une représentation mièvre et inspirante du handicap, mais comme une réalité vécue. Je ne suis pas intéressée à être dépeinte comme une héroïne surmontant l'adversité, écrivit-elle. Je veux que la complexité soit montrée. Les défis physiques, oui, mais aussi les barrières sociales. Les suppositions, les façons dont le monde est conçu pour des corps différents du mien. Le lendemain matin, avant de quitter Londres, Sarah reçut un appel inattendu. C'était Michael Donovan, le journaliste d'investigation dont le travail avait corroboré les liens qu'elle avait tissés dans son roman. « Je pensais que vous voudriez savoir », dit-il après qu'ils eurent échangé des salutations. Selene a été localisée. Le cœur de Sarah s'accéléra. Où ? À Vancouver. Elle s'établissait sous le nom de Claire Deveau, une consultante en art franco-canadienne. Elle s'était déjà insinuée dans le cercle d'une veuve riche possédant une impressionnante collection d'art. Comment a-t-elle été attrapée ? Quelqu'un l'a reconnue d'après un reportage sur les accusations dans le Connecticut. Apparemment, votre livre est très populaire dans les clubs de lecture de Vancouver. Une amie de la veuve a fait le lien et a contacté les autorités. Sera-t-elle extradée ? C'est la bataille juridique maintenant. Son avocat s'y oppose, mais les autorités canadiennes coopèrent avec l'enquête américaine. Il semble qu'elle fera face à des accusations dans au moins 2 États, peut-être plus à mesure que d'autres victimes potentielles seront identifiées. Après avoir raccroché, Sarah s'assit près de la fenêtre de l'hôtel, regardant la ligne d'horizon de Londres. Il pleuvait légèrement, la ville brillant sous une fine pellicule d'eau. La capture de Selene apporta un sentiment de clôture, mais pas le triomphe ou la justification qu'elle aurait pu attendre autrefois. Au lieu de cela, ce qu'elle ressentit fut une satisfaction tranquille que le schéma ait été brisé, que la femme qui était passée si facilement de victime en victime ait finalement été arrêtée. Son téléphone sonna avec un SMS. C'était de Dominique. « Je viens d'apprendre pour Selene. Je pensais que tu devrais savoir. » Les experts comptables judiciaires ont trouvé des preuves qu'elle planifiait déjà sa stratégie de sortie. Des comptes à son nom que je ne connaissais pas, un bail pour un appartement à Vancouver. Elle m'aurait quitté aussi, éventuellement. Tu ne l'as pas seulement démasqué. Tu m'as sauvé de pire. Sarah ne répondit pas immédiatement. Leur communication depuis sa visite d'excuses avait été minimale. Quelques SMS sur des questions pratiques liées à leur séparation financière. Rien de personnel. Ce message était différent. Une reconnaissance du service qu'elle lui avait involontairement rendu. Finalement, elle répondit par SMS. « Je suis contente que la vérité soit maintenant pleinement connue. Prends soin de toi, Dominique. » Sa réponse vint rapidement. « Toi aussi, Sarah. Et merci pour tout. » De retour aux États-Unis, Sarah se lança dans les préparatifs de l'adaptation Netflix. Elle travailla en étroite collaboration avec le scénariste, partageant des idées et des documents, aidant à façonner un récit qui serait à la fois dramatiquement captivant et émotionnellement honnête. Le processus fut curatif à sa manière, revisitant ses expériences avec le recul, les voyant réfractées à travers un autre esprit créatif. Pendant ce temps, Reconstruction prenait forme comme peut-être son œuvre la plus personnelle à ce jour. Le roman était centré sur une femme naviguant dans la vie après une lésion de la moelle épinière, mais il n'était pas simplement autobiographique. Il explorait les thèmes de l'adaptation, du recalibrage des attentes, de la recherche de la beauté et du sens dans une vie qui avait pris un tournant inattendu. Un passage en particulier captait la philosophie évoluée de Sarah. Ce qu'ils ne vous disent pas sur le changement catastrophique, c'est qu'il ne fait pas que vous briser, il vous révèle. Dépouille des illusions confortables, des rôles que vous avez joués, des identités que vous avez assumées. Ce qui reste peut-être moins, à certains égards mesurable, mais à d'autres, c'est plus authentique, plus essentiel. Les parties de vous-même qui comptent le plus deviennent impossibles à ignorer lorsque tout ce qui est superflu a été consumé. Près de 2 ans après la publication d'Intentions masquées, Sarah assista à la première de l'adaptation Netflix. Elle portait une robe conçue sur mesure qui s'adaptait à son fauteuil roulant tout en lui donnant une allure élégante et confiante. Le tapis rouge comprenait une rampe, une petite adaptation sur laquelle les producteurs avaient insisté sans que Sarah n'ait à le demander. Les journalistes lançaient des questions alors qu'elle roulait sur le tapis. La plupart se concentraient sur l'adaptation,
mais l'un d'eux posa une question sur Solène, qui avait récemment été extradée pour faire face à des accusations dans le Connecticut. Mademoiselle Harper, vous sentez-vous justifiée par la poursuite de Solène Montrose? Sarah marqua une pause, réfléchissant. Il ne s'agit pas de justification, il s'agit de responsabilité. Madame Montrose a fait des choix qui ont nui à des personnes vulnérables. Ces choix ont des conséquences. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. À l'intérieur, avant le début de la projection, Sarah se retrouva assise à côté de l'actrice qui l'incarnait dans la série, une femme talentueuse qui avait passé des mois à apprendre à représenter authentiquement la vie avec une paraplégie. « J'espère avoir rendu justice à votre histoire », dit l'actrice avec ferveur. « Ce n'est plus seulement mon histoire », répondit Sarah. « Elle appartient en partie à tous ceux qui la voient maintenant, à tous ceux qui y trouvent quelque chose d'eux-mêmes. » Alors que les lumières s'éteignaient et que les premières scènes commençaient, Sarah ressentit un surprenant sentiment de paix. Les événements dépeints à l'écran, son accident, la trahison de Dominique, sa découverte de la véritable nature de Solène, n'étaient plus des blessures ouvertes. Ils avaient été transformés, d'abord par son écriture, puis par cette relecture visuelle, en un récit porteur de sens au-delà de la douleur personnelle. Après la projection, à la réception, Sarah fut approchée par une jeune femme en fauteuil roulant, une journaliste couvrant l'événement pour une publication axée sur le handicap. « Votre histoire a tellement signifié pour notre communauté », dit-elle. « Non pas parce que vous avez surmonté le handicap, mais parce que vous avez refusé de le laisser vous rendre invisible. » « Ce n'a jamais été une option pour moi, » répondit Sarah avec un sourire. « J'ai toujours été trop têtue pour l'invisibilité. » Quels sont vos prochains projets? Un autre roman? Ah oui, et des mémoires, peut-être. Et du travail de plaidoyer par le biais de ma fondation. Plus de romans de vengeance? Demanda la journaliste avec un sourire entendu. Sarah rit. Je pense que j'ai fait assez de dégâts avec un seul. De plus, la vengeance n'a jamais vraiment été le but. Le but était la récupération de ma voix, de mon pouvoir d'agir, de mon avenir. Plus tard dans la nuit, dans sa chambre d'hôtel, Sarah reçut un SMS de Myriam avec une photo en pièce jointe. Elle montrait le jardin de Sarah chez elle, où les premières fleurs printanières commençaient à éclore. Le SMS disait « La vie continue, et magnifiquement ». Sarah sourit à l'image. Oui, la vie continuait, différemment de ce qui était prévu, façonné par des pertes et des obstacles qu'elle n'avait jamais anticipés, mais avec ses propres récompenses inattendues. Elle avait perdu un mari mais trouvé un sens plus profond d'elle-même. Elle avait perdu la mobilité mais gagné en perspective. Elle avait fait face à la trahison et en était sortie non pas amère mais plus sage, plus authentique, plus pleinement elle-même. Demain, elle rentrerait chez elle, à son bureau d'écriture, au travail de création qui l'avait sauvée à plus d'un titre. L'histoire qui avait commencé par une tragédie, par du métal se tordant sur des routes glissantes sous la pluie, par l'œil baladeur d'un mari, par la paralysie et la trahison, avait évolué en quelque chose de riche et complexe, et finalement d'affirmatif. Pas vraiment un happy end, mais sa propre fin à elle, façonnée avec intention, avec résilience, avec la force tranquille qui avait toujours été en elle, attendant des circonstances suffisamment terribles pour la faire pleinement émerger. Le parcours extraordinaire de Sarah Harper nous rappelle que la force émerge souvent de nos blessures les plus profondes. Confrontée à la trahison et à la perte, elle a choisi de transformer sa douleur en art, utilisant sa voix d'écrivain non seulement pour la vengeance, mais pour la vérité et finalement pour la guérison. Souvenons-nous que, comme Sarah, nous avons tous la capacité d'écrire de nouveaux chapitres dans nos vies, quels que soient les rebondissements que le destin peut nous réserver.